Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission Artisans et métiers d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui nous rencontrons Silver Gardy qui a un métier pas très courant puisqu'il est guide officiel de la baie du Mont-Saint-Michel. Tout à fait. Alors bon, pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais en quelques mots nous raconter qui tu es, ton parcours, et puis surtout comment t'en es arrivé là? Ouais, donc bonjour à tous. Voilà, je suis devenu guide de la baie par le plus grand des hasards. Par le plus grand des hasards, mais le hasard n'existant pas, on va dire que c'était certainement un petit peu voulu, mais ça venait pas de moi. Voilà, en clair. J'ai été aussi surpris que les autres. En fait, mon cursus professionnel a été aussi divers que varié. J'ai travaillé pas mal dans le commerce, j'ai fait les marchés, j'ai vendu du surgelé, j'ai fait 2 ans de service militaire parce que je n'avais pas grand chose d'autre à faire, ce qui m'a beaucoup enrichi d'ailleurs, je ne regrette pas, et ensuite je suis devenu chauffeur pour courte distance au départ, messagerie, et puis longue distance, et puis international, voilà. Et c'est un problème de santé en fait qui m'a mis sur la touche à un certain moment. J'ai eu un grave incident, voire plusieurs graves accidents. Et j'ai eu des problèmes de dos. Il a donc fallu que j'arrête mon métier de chauffeur routier, forcément. Et ça m'a mis sur la touche, je me suis retrouvé sans emploi. Il a fallu, avec une petite famille quand même sur le dos, une maison, voilà, tout ce qu'on a sur le dos aujourd'hui, je l'avais. Et dans le dos, de travers d'ailleurs. Et donc il a fallu trouver une solution, et quitte à trouver une solution, puisqu'il y avait très longtemps que je voulais travailler pour moi-même, me mettre à mon compte, eh bien, étant amoureux de la nature et habitant près du Mont-Saint-Michel, eh bien j'ai eu un engouement très fort, mais depuis plusieurs années déjà, pour la baie du Mont-Saint-Michel. Alors je me suis renseigné tout simplement comment est-ce qu'il fallait faire pour devenir guide officiel, donc guide reconnu par l'État, pour être guide de la baie du Mont-Saint-Michel. Voilà, j'en suis arrivé à ça comme ça un petit peu. D'accord, donc pour être guide de la baie, il faut avoir une reconnaissance. Moi je ne peux pas dire, tiens, moi j'ai lu un bouquin, deux bouquins, je commence à bien connaître le Mont-Saint-Michel, l'histoire, le machin, le passé, fabriqué par Vercingétorix et envahi par Jules César. Bon, je connais bien l'historique, et donc je me dis, voilà, je vais emmener des gens, je vais faire guide. Ça marche pas comme ça. Plus maintenant. Plus maintenant, c'est fini. C'est fini. Alors, oui, alors il faut savoir que les guides de la baie, c'est une très vieille histoire, puisque ça remonte quand même au pèlerinage du Moyen-Âge, où on n'appelait pas ça des guides, on appelait ça des passeurs. Donc les passeurs étaient des autochtones, tout simplement qui avaient une connaissance particulière de la baie. Ça pouvait être des pêcheurs de crevettes, des ramasseurs de coques, des pêcheurs en fleuve. Voilà, c'était des gens qui connaissaient bien. Il y avait aussi des sauniers du côté de Vince-Saint-Léonard. C'était des gens qui connaissaient bien la topographie de la baie et ses dangers, et qui pouvaient eux se permettre de faire passer des gens à des dates bien précises. D'accord, mais c'était relativement ponctuel. Ensuite, on va dire que ça s'est démocratisé. D'accord. C'est-à-dire qu'à la fin du 19e siècle, a commencé à arriver au Mont-Saint-Michel une manne qu'on ne connaissait pas vraiment, qui était le touriste. J'appelle le mot touristus, de ce joli nom. Et ils ont commencé à envahir le Mont-Saint-Michel, et on s'est rendu compte que le Mont, c'était un engouement pour beaucoup de gens, et pas seulement pour des gens qui sont catholiques, qui viennent pour prier Saint-Michel pour la rédemption de leur âme, mais il y avait beaucoup d'attraits autres, c'est-à-dire l'engouement pour la nature, pour l'architecture, pour l'histoire, voilà. Et donc on a eu des gens qui sont arrivés au Mont-Saint-Michel qu'on ne connaissait pas avant. Donc ils ont commencé par coloniser le Mont-Saint-Michel, entre guillemets, et puis ont eu cette nécessité d'aller voir un petit peu plus loin. D'accord. Et donc, c'était encore une fois la meilleure des publicités, le bouche à oreille, tout simplement. Oui, bien sûr. Les pèlerins l'ayant fait dans le cadre de leurs convictions, ont permis à toute une manne de venir et de traverser la baie sans avoir ces convictions-là, tout simplement. Alors nous, ça a fait tout simplement, ça a fait boule de neige, dans le sens où, avant, comme c'était très ponctuel, il n'y avait pas tant de gens que ça.
Il n'y avait pas de nécessité de réfléchir un petit peu à certaines sécurités, à la sécurité du public dans un milieu hostile. Et puis, les années passant, on s'est aperçu que, il y a eu des accidents bien sûr, évidemment, hein. On s'est aperçu qu'il serait peut-être de bon ton un petit peu de se préoccuper de ce sujet-là. Donc, les autorités s'en préoccupent surtout. Hein, oui, bizarre. Bien sûr. Et donc, il y a à peu près une vingtaine d'années de ça, les anciens qui sont encore en baie d'ailleurs, que le comptoir encore, on a de la chance parce que nous on les connaît, mais les jeunes qui vont arriver derrière, les connaîtront peut-être pas, hein, parce qu'il y en a qui les cochent déjà. Les anciens ont décidé, eh bien, non seulement de garantir la sécurité publique dans ce milieu hostile, mais aussi de faire reconnaître notre métier, car ce n'était plus une activité, mais un métier. Un métier doit avoir un socle juridique, il doit être encadré et reconnu. Voilà, tout simplement. Alors vous avez vu depuis le début de la vidéo des photos qui viennent se mettre dans le coin en haut de la vidéo, des photos du Mont-Saint-Michel, des photos de groupe qu'on a faites hier justement sur la baie. Et on va faire maintenant une petite pause et je vais vous montrer un petit montage très court de plusieurs petites scènes que j'ai tournées hier en baie. Et ensuite, on va revenir avec Silver. Merci. Là, regarde, ça commence. Regarde. Ouais, j'ai vu, ouais. Venez voir. Ah non. Dites pas non, allez. Voilà. Alors là, à partir de maintenant, je vous demande de ne pas taper des pieds. On ne tape pas des pieds. Les pieds s'enfoncent tout seuls. Hein. Si vous sentez que vous vous enfoncez, vous voulez que de la quantité d'eau, ça peut être très lent comme très rapide. Donc là, vous voyez, je regarde un petit peu, ça s'arrête, c'est gentil. On l'a provoqué, on a pu jouer un peu avec, c'est pas dangereux. Dans le pire des cas, dans certaines zones de la baie, on peut en à peu près 30 secondes se retrouver au thorax. Donc là, ça commence à être beaucoup plus sérieux. Ah ouais, c'est chouette ça. Je peux autant taper. Ah bah si, justement. J'arrive à 4 pattes, mais j'arrive. Allez, à moi. Regardez bien. Avec le bâton. Olivier, c'est un garçon courageux. Il y a une manière de lui sauver la vie. Une seule. Bouge pas, le bâton. Non. Vas-y, essaie de descendre pour voir maintenant. Tu tournes en cercle et tu vas pouvoir ressortir. Alors, le phénomène il est simple. Regardez, ça nous fait des geysers. L'eau est en train de remonter. Mettez sur le genou, on va pas d'escater la patte. Voilà, bravo Olivier. On parle un peu de pression physique. Résultat des courses. Quand on s'arrête, les autres ils sont à 25 km, nous on papote vite fait, on se les attend. On a fini le chapitre, ils sont à peine arrivés qu'on repart. Oh putain, mon déambulateur il chauffe là. Oh voilà, c'est classique ça. Et le problème sur un sable mouvant, c'est que les premiers vont le déclencher. On commence à le déclencher. Au milieu, il faut le déclencher. Et derrière, les gériatriques vont planter. Voilà, c'est pas juste la vie. Là, ce qu'on va faire de temps en temps, c'est arrêter le groupe, demi-tour, what, et on repart dans l'autre sens. Et là, on a les gériatriques devant. Un dernier regard vers Saint-Michel et une dernière pensée pour la famille. Un corps qui s'enlise inexorablement dans un garni immonde. Une main tendue vers Dieu qui tremble une dernière fois et disparaît plus jamais. Tout à l'heure, ça fait peur aux gosses, ça fait peur à tout le monde. Bon. Alors, qui c'est qui a fait pipi là? C'est pas possible, vous êtes intenable quand même. Hein. Bon. Mesdames et messieurs, nous allons remonter un petit peu le temps. Oh, pas tant que ça. Pas tant que ça, mais on a la chance en ce moment, et vous avez le bol de venir... Silence ailleurs. Fais gaffe, je te filme, hein, moi. La foot. Je ne pouvais pas faire mieux à cette date-là. Et là, les feux de la boue. Voilà. De toute façon, je regardais pas longtemps. Et là, à ce moment-là, ma femme, ma mère, ma grand-mère, se mettaient debout. Ils disaient, allez, on te débarrasse vite fait. Hein? On l'espérait, je crois. À la limite, là, voilà. Et là, Mémé se pointait dans le salon, excuse-moi, elle éteignait la télé, elle
quand elle était voir en dessous, elle sortait cette satanée boîte verte. Oh merde. Allez, non, tu dors pas, tu viens avec nous. Alors, la catastrophe. Le truc. Incapable de jouer, quoi. Incapable. Jusqu'à ce qu'elle devienne. C'était vraiment terrible. Parce que quand on arrive à placer un mot comme Syzygie, oula, S-I-Z-Y-G-E, c'est la Syzygie. C'est pas Syzygie, la Syzygie. Vous allez vite le savoir. Monsieur, venez là. Allez, Roger, vas-y. Voilà. Viens me voir. Et là, il est ABE, Saint-Michel, lui s'achetait que alors, il a bien défendu le Mont-Saint-Michel, seulement c'est satané. Mais il faut vraiment insister. Devant l'assistance des Anglais, il va prendre peur. Il va même les rallier à tout. C'est les Anglais, vous vous rendez compte? C'est terrible ça. Alors, comme il a bien travaillé au Mont-Saint-Michel, parce que c'est grâce à ses fortifications qu'il a été détruit, mais comme il a abandonné le Mont-Saint-Michel, on a pu lui rendre honneur quand même. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a pris l'écu de sa famille, sur lequel on a gravé ses armoiries. Et on va le mettre sur la dominance du lion, emblème de l'Angleterre. On va poser son nom. Et on va lui rendre hommage à l'extérieur du Mont-Saint-Michel, même à l'intérieur, puisque 2 ans plus tard, 2 ans après sa février, on a réussi à le coincer. On l'a traîné gentiment à Rouen là-bas, certainement place du marché, on l'a mis sur un micro, et on lui a solidarisé avec des épaules, avec des nuages très époussés, son compliqué. Si des fois il pouvait en plus choper le tétanos, ça c'est pas plus mal. Voilà les amis, donc vous avez vu ce petit film, alors c'est un petit montage hein, sans prétention, mais ça vous donne quand même un petit aperçu de ce que j'ai pu vivre hier pendant cette traversée de la baie. Non, c'était pas une traversée de la baie. Non, c'était une boucle de découverte commentée. Les gens n'avaient pas le temps imparti pour faire une traversée. D'accord. Quand tu pars comme ça avec un groupe, d'abord souvent c'est des groupes de combien de personnes? Alors, pour le cas d'hier, c'était assez exceptionnel, puisqu'on avait 40 et quelques personnes. Ouais. Moi, en général, je ne travaille pas avec autant de personnes, puisque faisant de la commentée avec 50 personnes, c'est relativement difficile. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on perd beaucoup de temps, tout simplement. Oui, c'est-à-dire que quand on marche un peu, quand on s'arrête, il y a des bons marcheurs, il y a des moyens marcheurs et mauvais marcheurs. Les mauvais marcheurs, on est quand même obligé de les attendre. Bah oui, quand même. Ouais. Parce que si jamais je commande quand ils arrivent, quand ils sont pas là, et quand ils arrivent, si on repart, déjà qu'ils sont mauvais marcheurs, je pense qu'ils vont mourir. Bon, on essaie d'éviter au maximum. On n'est pas là pour ça, on est là pour plutôt les aider à passer un bon moment. Bien voilà, sûr, bien sûr, c'est évident. Donc, tu pars avec des groupes, quoi, une vingtaine de personnes en règle générale? Ouais, voilà. Alors l'idéal, vraiment l'idéal, je ne vais pas parler de commerce parce que heureusement qu'il y a des pointes et qu'on arrive à faire un peu plus d'argent parce que ça nourrit ma famille aussi, bien sûr. L'idéal, vraiment là où on prend plaisir, on n'est pas soucieux de la sécurité, c'est une quinzaine de personnes. D'accord. Voilà. L'idéal serait 15 personnes par jour, voilà, ça serait très bien. Bon, quelquefois, on a des dates qui font qu'on est obligé de prendre plus de monde, telles que les dates de Pentecôte, d'Ascension, les grands ponts du mois de mai, bien sûr, la date fatidique du 15 août, on sait très bien de toute façon, voilà. Alors moi, ce que j'essaie de faire dans ces cas-là, je ne veux pas partir avec 60 personnes. Ouais. Parce que la préfecture nous autorise 60 personnes. 60 personnes, en commenté, quand on veut faire du bon travail, c'est ingérable. C'est pas du bon boulot. C'est tout, moi j'en reste convaincu. Donc, ce que je fais 2 ouvertures ce jour-là. D'accord. J'ouvre 2 sorties. Une première, je remplis. Ouais. Donc dans ces cas-là, c'est une grosse date, donc je vais jusqu'à 30. Voilà, je m'autorise 30 personnes, ça le fait encore. Enfin, le charisme, il faut les emmener sur son bateau. Voilà. Et j'ouvre une deuxième sortie, hein, ça peut être une nocturne, ça peut être plein de choses, et je remplis. D'accord. D'accord, enfin, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est pas que toi qui décides, il y a la nature aussi. Parce qu'il y a la marée, donc elle monte ou elle descend, et donc tu peux pas faire n'importe quoi à n'importe quel moment. Nous ici on ne vit pas à la vitesse de la circulation sur le périphérique par exemple. Ici on est des intertilos. Des intertilos. Ouais. Ah, c'est chouette ça. Ça j'aime bien la balancer celle-là. Ouais, on se dit tiens le gars dis donc il a de la culture, c'est comme la confiture, tout le monde en a. Enfin moi on en a pour le détail. Exactement. Alors tide, en anglais c'est la marée, tidal c'est la marée, donc des intertilos, on passe entre les marées tout simplement. Ah, ouais, voilà. Donc on est vraiment bercé, par ce phénomène. Tous nos départs en fait sont calculés par rapport au carnet de marée qu'on a à peu près au mois de juillet de l'année précédente, donc on peut déjà établir un calendrier, d'accord, et les réservations on les cale par rapport à ces horaires là, okay. Parce que
vous n'êtes pas sans savoir, mon ami, que la marée dans la baie du Mont-Saint-Michel est quand même relativement dangereuse. Oui. Sa remontée est dangereuse. Tu as pu le voir hier. Elle est très très insidieuse dans le sens où, à l'œil humain, à l'œil nu, on a l'impression que la baie elle est plate. Ouais. C'est totalement faux. Elle n'est pas plate du tout. Elle se remplit par submersion, évidemment, c'est logique, hein, mais par saturation des fleuves. C'est-à-dire que l'eau va rentrer dans les fleuves et ensuite faire déborder. D'accord? Donc partir de part et d'autre, dans tous les sens. D'accord? Et pour peu que vous soyez entre deux bras qui sont en train de se remplir, sur un promontoire, vous n'allez pas obligatoirement vous apercevoir que entre vous et le continent sont en train de se remplir, mais ça peut se remplir fortement, notamment dans le contexte actuel où les fleuves sont vraiment près du Mont-Saint-Michel. Dans le fleuve, à la montée de la marée, alors quand on traverse, quelquefois on en a mi-cuisse, voire aux fesses. Imaginez quand ça commence à se remplir, même un petit coefficient, attention, hein, ça se remplit énormément et on se retrouve très vite au-dessus de la ceinture. C'est bien connu, quand l'eau passe au-dessus du nombril, on flotte. D'accord. Hein, donc on flotte. Donc le problème, c'est quand on flotte, on ne va pas toujours où on veut. D'accord. Et en plus, avec il y a du courant. En plus, il y a du courant. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le premier danger. Nous, on a vraiment, en termes de sécurité, des laps de temps à respecter. 2 heures avant le... 2 ans, non, ça fait peut-être un peu long quand même. 2 heures avant le point haut de marée, on doit être en zone sécurité. Zone sécurité, c'est-à-dire qu'on est entre le fleuve et le continent. On n'est plus entre le fleuve et le milieu de la baie. D'accord. Donc ça, c'est un gage de sécurité. On peut faire des marées montantes, oui, ça, il n'y a pas de souci, mais les faire en respectant certaines clauses de sécurité bien précises. D'accord. On est formé pour ça. On a voulu aussi que ceux qui arrivent derrière soient aussi formés pour ça. D'accord. Donc la marée, j'ai vécu quelques expériences. Maintenant, ça fait 9 ans que je suis guide. J'ai déjà vu des gens pris dans le mascaret. C'est pas évident d'aller les chercher, croyez-moi. Alors, le mascaret, c'est quoi? Le mascaret, c'est tout simplement l'inversement du sens de descente des fleuves. C'est-à-dire que c'est la mer qui va rentrer dans les fleuves et qui va les inverser. Tout simplement. Donc, on est dans un estran. Le fleuve vient de la terre vers la mer, c'est tout à fait logique. Hein. Ce sont des fleuves d'ailleurs, même si on a un petit bras qui est large comme la table, c'est un fleuve dans tous les cas. Puisqu'on est sur une zone de remplissage, sur un estran. Et donc le sens du courant va s'inverser, va former le mascaret. C'est une petite barre qu'on voit apparaître et qui remonte et qui inverse le sens du courant. Mais qui investit tout le fond de la baie. D'accord. Voilà. Alors cette fameuse légende au Mont-Saint-Michel, la mer arrive à la vitesse d'un cheval au galop. Oui, ah ouais, ça c'est bien ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ah ben, évidemment que c'est vrai. Demande pas à un Normand si c'est pas vrai, il va te dire ah ouais, mais attends quand même. Alors, allez, ça vient moi j'ai réussi à retrouver ça parce que je potasse grâce à Jean-Pierre Mathias auquel je fais un petit coucou si jamais il me voit. Jean-Pierre Mathias est un conteur professionnel, qu'on les conte et légendes, conte et merveilles, et il m'a donné ce gars l'engouement des contes et légendes. Et quand on gratte un petit peu, qu'on cherche, eh bien on trouve plein d'explications aux on-dit, aux racontards, on dit quand même ils exagèrent. Non, c'est pas qu'on exagère, c'est qu'il y a eu quand même de belles choses faites sur un socle de vérité. Ouais. Voilà, et on appelle ça la tradition orale. Oui, je suis totalement amoureux de ça, et c'est à nous, oralement encore, de continuer à apprendre aux générations qui arrivent ce genre de choses. Alors, cette histoire de cheval au galop, ça remonte à très loin, autant des druidesses, tu te rends compte? Il y avait des druidesses, des coquilles étaient là-bas déjà, des druidesses à Tomblaine. Et à chaque fois qu'un navire quittait le continent, il se devait d'embarquer un jeune puceau de 21 ans. Alors, s'il y a des mineurs qui regardent, les parents disent aux enfants que le puceau c'est le petit de la puce. Je vous remercie. Voilà. Un jeune puceau de 21 ans devait être embarqué. Ce puceau avait une mission très très particulière. Ce puceau se devait d'aller chercher à Tomblaine auprès de la grande druidesse un carquois de flèches magiques. Et ces flèches magiques avaient le pouvoir de rétablir une mer d'huile devant la proue du navire en cas de tempête. C'était sympa ça. Sinon, une tempête apparaissait, on mettait un coup de pied dans le plumard du gars, il se levait vite fait, prenait son arc, il décochait une flèche en direction de la tempête et mer d'huile. D'accord. Il y a beaucoup de bateaux qui devront en avoir à bord en ce moment. Ça serait pas mal. Une fois le périple terminé, lorsqu'il revenait, ce pauvre garçon de 21 ans, 22 ans même des fois, parce qu'il partait très longtemps au travers des 7 mers du globe, se devait toujours d'être dans le même état de virginité. C'est important. Il se devait aussi, en tout premier acte, de ramener le carquois de flèches magiques à la grande prêtresse. Ouais. Voilà. Et la grande prêtresse recueillait les flèches, comptait les flèches décochées, et à ce moment-là, elle le confiait à ses disciples afin qu'elle le déniaise. Qu'elle le démure. Voilà. C'est chouette ça quand même. Ça c'était des bons services à l'époque. Hein. Eh ben oui. Et ouais, bah voilà, bon, ça n'existe plus. Hein. On envoie les feuilles à Tomblaine, ils espèrent, mais c'est trop tard. Alors, une fois l'acte fait, eh bien, ma foi, la grande prêtresse collait
sur le vêtement du brave garçon déniaisé autant de coques que de fois il avait honoré ses dames. D'accord. Ah ça. Donc, plus qu'il ressemblait à un maréchal soviétique, bah, plus qu'il était bon, que la dot était bonne. C'était un vigoureux, c'était un brave garçon, ça. Alors forcément, il n'était pas de temps se marier dans une situation, ce gars-là. Forcément. Et puis un jour, alors ça s'est pas passé vraiment comme ça devait, un magnifique garçon arrive à Tomblaine. Il contacte la grande prêtresse, l'appelle, en lui disant « Je voudrais ce carquois de flèche magique ». Alors là, mais un garçon, 1m90, blond, yeux bleus, tu vois un petit peu, suivi d'un petit bonhomme avec une petite moustache, non, il était pas là, non, pas encore, non, il n'était pas là celui-là. Et donc, un garçon intelligent, on voyait bien la vivacité de l'esprit en lui, et la grande prêtresse a eu un coup de cœur. Elle ne devait pas, mais elle a succombé. Et alors là, elle lui a donné le carquois de flèche magique en se disant, toi mon garçon, quand tu vas revenir, tu n'iras point voir mes disciples, je te garderai pour moi. Et l'attente fut longue pour elle. Des mois plus tard, le garçon revint et il ramena donc forcément le carquois de flèche magique pendant que tous les marins du navire, eux, étaient en train de tâter de la cuisse et de s'enivrer dans les tavernes, forcément. Ainsi donc, elle l'a gardé pour elle. Eh bien, non seulement il était beau, intelligent, mais vigoureux. Et alors là, ça a été une révélation. Et du coup, la grande prêtresse a un petit peu dérogé à la règle avec l'histoire des coques, parce qu'elle s'est dit la clinique va pas être assez grande, c'est pas la peine. Hein, la vareuse va pas tenir, ça va jamais tenir. Donc, elle lui dit, je vais te récompenser d'une autre manière. Je vais te donner un cheval. Il y a un cheval, qui souhaite que je fasse un cheval. Il y a un cheval, mais attention, je ne te donne pas n'importe quel cheval. C'est un cheval qui a le pouvoir magique. Ce cheval est doté d'un fer magique, qui le fait aller beaucoup plus vite que la remontée de la marée dans la baie. Mais, mon ami, écoute bien, la seule condition, c'est de ne jamais l'engager au galop. Jamais. Toujours au pas. Pas même au trot. Pas même au trot. Ce brave garçon, fier comme Artaban, prend le cheval au licol, se dirige vers ce qui viendra de Mont-Saint-Michel beaucoup plus tard, vers ce rocher où déjà quelques habitants errent. Et puis, il va commencer à fanfaronner, en disant, voilà, vous vous rendez compte, la grande prêtresse m'a promis des coques, on m'a donné un cheval, tout ça. Bon, pour un petit moment quand même, les gens sont un petit peu fatigués de l'entendre. Et puis c'est un jour de grande marée, alors on le prend un petit peu pour un belot. Bon, voilà, il exagère, il gonfle un peu. Alors, une personne lui dit, mais puisque ton cheval va plus vite que la marée dans la baie du Mont-Saint-Michel, mais écoute, va donc faire montre-nous. Ouais, montre-nous, va faire la course avec la marée ce soir, mets-toi près de Tomblaine, là où passent la C et la Céline, ces deux fleuves qui se remplissent à une vitesse grandiose, montre-nous, prouve-le. Piqué au vif, il y va. Le jeune de bureau, tenant l'école de son cheval, il va. Et en s'approchant de Tomblaine, la grande prêtresse lui rappelle bien, surtout, pas au galop. Il monte sur son cheval, il attend. On voit la marée arriver, tout le monde sur le rocher, qui viendra à Mont-Saint-Michel plus tard, sur le Mont-Tombe, c'est l'ancien nom du Mont-Saint-Michel, tout le monde est agglutiné, regarde. Et là, un miracle se produit. On ne parlait pas encore de Saint-Michel à cette époque-là. Peut-être un miracle de Bélénos, fallait donc savoir. On voit la marée arriver qui touche presque les boulets arrière du cheval, et le cheval commence à marcher. Et c'était un peu comme s'il flottait sur les grèves. D'accord. Et en très peu de temps, il démarre, il va beaucoup plus vite que la marée. Beaucoup plus vite que la marée. Il la distance très vite. Alors là, les gens n'en reviennent pas. Mais ce jeune impétueux, n'y tenant plus, se couche sur l'encolure de son cheval, prend à pleine poigne la crinière et frappe les flancs de ses talons. À cet instant précis, le cheval s'emballe, part au grand galop. On a, de mémoire de mon toit, on en parle encore, dans les veillées, on a vu un fer monter vers les cieux pour ne jamais redescendre, le fer magique. À ce moment précis, la marée a rattrapé ce pauvre garçon, inconscient, son magnifique cheval, et l'a fait disparaître à tout jamais. Waouh, bravo. Alors ça, c'est une vraie légende, pas une fausse histoire, faut pas croire. C'est une vraie légende qu'on retrouve dans le recueil des contes et légendes de Haute-Bretagne. Voilà, dans le pays de Dol de Bretagne, d'ailleurs, qui est très cher à Jean-Pierre Mathias. Voilà. C'est un recueil, on peut retrouver quelques bribes sur Internet de plusieurs légendes. Il y a pas mal de choses à lire qui sont très très intéressantes, qui expliquent beaucoup de choses aussi. Voilà. Donc, moi, je parle toujours du principe, c'est que, on me l'a toujours dit, une légende a toujours un socle de vérité. Bien sûr. Alors, la légende vient de legendus en latin, qui signifie ce qui doit être lu. Et selon la tradition orale, ce qui doit être lu doit être retenu, tout simplement. Bien sûr. Voilà, c'est tout simplement cela. Donc, j'adore les vraies légendes, mais je n'aime pas les fausses histoires. Voilà. Ok. Alors, pour revenir à la baie du Mont-Saint-Michel, je voudrais qu'on aborde maintenant un peu les dangers
de la baie. Quels sont les dangers réels qu'on peut rencontrer? Voilà, moi je me balade innocemment tout seul, sans guide, parce que moi je sais tout le monde. Ouais. J'ai lu un bouquin, donc je connais tout, pas de problème. Qu'est-ce que je risque d'avoir comme bricole? Ah, une bricole, il y en a pas mal quand même. Hein. Et le problème, c'est que la baie, c'est vraiment un piège. Vraiment un piège. Hein. Ouais. Quand on regarde la baie avec la Luguère, ça paraît vraiment être un oasis de paix. Oui. La plénitude, c'est calme, ça ne bouge pas. Ouais. Ça met en confiance quand on parle. Oui, effectivement. Cependant, comme disait mon ami Jean-Yves Kévener, à qui je dois beaucoup aussi, un jour une dame lui a dit il est possible de partir seul en baie, et il lui a répondu avec un air un peu mauvais en lui disant mais madame, si elle est guide, c'est pour les chiens. Bah, alors, les dangers de la baie, la marée, on en a parlé précédemment, bien sûr, ça c'est vraiment le premier danger, il faut s'en méfier énormément. C'est très trompeur parce que des gens quelquefois s'enseignent maintenant par les moyens de communication qu'on a, Internet, etc. Et on indique les heures de pleine mer. D'accord, attention, le danger est là bien avant. Il faut considérer à peu près, tout à l'heure je te parlais de 2 heures en zone sécurité, ça peut être, si les conditions sont favorables, ça peut être le moment où la mer va arriver au pied du mont. Hein. D'accord. Dans les fleuves. Donc il faut faire très attention, c'est très mauvais. C'est entre 1h30 et 2 heures à peu près avant la pleine mer, la mer arrive. D'accord. Donc les gens se font confiance parce que on a le temps, la pleine mer c'est 18 heures, bien on va se promener chérie et puis on rentre jamais. Quoi. Donc ça c'est vraiment le danger. Il y a d'autres dangers qu'on aurait tendance à prendre pour des mythes, notamment les sables mouvants. Ah, j'ai vu ça hier, hein, on a fait l'expérience, on a marché sur les sables mouvants. Ah ouais, vous avez été au contact. Incroyable, hein. On a marché sur des sables mouvants. Eh ben c'est vachement impressionnant. Vas-y, raconte tout ça. C'est assez marrant. On a fait ce qu'on appelle nous le trampoline dans le jargon des guides, c'est-à-dire qu'un sable mouvant c'est quoi? C'est tout simplement de l'eau qui part capillarité et rentrer dans le sous-sol, et donc qui va créer une nappe qui est recouverte par une zone de sédiments, tout simplement. Quand on marche dessus, qu'est-ce qui va se passer? Comme c'est de l'eau qui est en dessous, forcément ça va bouger. Ouais. Okay, et plus ça bouge, et plus ça va se désagréger, plus l'eau va monter, parce qu'elle est sous pression tout simplement. L'eau remonte et donc elle va commencer à modifier toute la zone sur laquelle vous êtes juché. Et qu'est-ce qui va se passer? Derrière un moment, ça va être tellement liquide que vous allez descendre dedans. Vous allez tomber dedans carrément. Alors, ce ne sont pas les sables mouvants qu'on va trouver dans le Sahara, qui sont des sables mouvants composés d'air et de sable, dans lesquels vous allez tomber irrémédiablement, prendre la place de l'air et vous disparaissez totalement. Nous, les nôtres sont plus vicieux. Ils sont plus vicieux. Ils vont un petit peu vous mettre en confiance en vous disant finalement la situation n'est pas aussi grave que ça, mais quand on ne connaît pas le sujet, on est déjà exposé au danger. Et on s'en aperçoit bien trop tard. Voilà, c'est ça le problème. Donc le sable mouvant, comme c'est un liquide qui va se générer sous vos pieds, vous allez descendre dans une masse liquide. À l'école, on m'a appris que tout corps plongé dans un liquide reçoit une poussée de bas en haut, et à sa masse volume. Bon, eh ben, c'est la poussière archimède. Voilà. Donc ce qui fait que quand vous allez commencer à descendre, il faut déjà s'inquiéter si ça arrive aux genoux. Parce que ça veut dire que c'est en train de mal se passer. Quand ça arrive à mi-cuisse, ça devient grave. Quand ça arrive aux hanches, c'est mal barré. Si vous êtes seul et inexpérimenté, c'est mal barré. D'accord. Nous on le fait de temps en temps pour montrer aux gens, voilà. Mais on a quand même la technique pour s'en ressortir. La personne qui ne sait pas... Comme vous avez pu le voir dans la petite vidéo tout à l'heure, on a filmé à un moment, tu en avais presque jusqu'aux genoux. Hein. Ouais. Ça descend relativement vite, hein. Alors c'est en fonction du volume d'eau que tu vas avoir en dessous, c'est tout. Hein. Donc alors ça paraît un mythe, mais il faut savoir que ces sables mouvants, il y a des endroits où ils sont beaucoup plus actifs, parce qu'il y a beaucoup plus d'eau, tout simplement. C'est des espèces de poches, il y a de l'argile en dessous, ça va maintenir la flotte, et donc vous avez plus d'eau que prévu, et quand vous allez marcher dessus, et ben là on va avoir la surprise de s'enfoncer très vite. Très vite. En largement moins d'une minute, on est rendu au thorax. Ah ouais, ok. Alors là, au thorax, c'est dramatique. Si vous êtes seul, c'est foutu. C'est foutu. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quand vous allez descendre dedans? L'eau qui est dans le sous-sol, elle remonte le long de votre corps. Parce que vous avez créé une crevaison dans le sol. Donc l'eau évacue, et le problème, si l'eau évacue, moi il y a de l'eau, puis c'est sec. Il va tout simplement se passer un truc terrible, ça va commencer à vous enserrer, vous êtes là, et vous bloquez. D'accord. Voilà. Alors on respire mal, on est dans un environnement très froid, 3-4 degrés la flotte en dessous. Il y a plus de photos, il n'y a pas de lumière. Donc, risque d'hypothermie, bien sûr. Vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à vous dégager. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que là-bas, dans la baie de Mont-Saint-Michel, la baignoire se remplit 2 fois par jour. Et assez violemment. Alors l'idéal, on dit qu'un bon enlisé va toujours s'enliser face à la mer. Comme ça, il pourra savoir à peu près le temps qu'il lui restera à vivre. Quand il verra la barre lui arriver contre le visage pour le noyer. C'est chouette ça, non? Bah oui. C'est sympathique. Ouais, ça. Ainsi donc, le fait de la liquéfaction d'un élément solide par un élément liquide, c'est ce qu'on appelle la thixotropie.
La tixotropie. Tixotropie. Ah ouais, ça c'est quelque chose. Hein. La tixotropie, c'est pas si inconnu finalement quand on regarde bien. La tixotropie, tu fais de la cuisine, toi. Bah oui, un peu. Bon, Oui. alors tu vas te faire une purée de pommes de terre. Oui. Hein, tu la fais à la main, bien sûr. Oui. Bon, et tu t'aperçois, bah, dis donc, on y plante la fourchette, elle devient vraiment trop solide. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Bah je rajoute un peu de lait. Eh ben voilà. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rajouter un liquide dans le solide, et donc ça va le diluer. Ouais. Séparation des éléments solides sous l'action liquide. La D'accord. tixotropie, c'est ça. D'accord. Tu fais du ciment. Ouais. Dans ta bétonnière, ça commence à rocker un petit peu, tu sens que c'est sec, hein. Tu vas rajouter Rajouter un peu d'eau. une demi-saignée de yaourt. Ouais. Tixotropie, c'est la même chose. D'accord. Voilà, donc finalement c'est quelque chose de très commun, Oui, que oui. je ne connais pas spécialement ce nom-là. Voilà, donc c'est un élément assez particulier qui a été, on a tenté de le reproduire de manière artificielle, et c'est très difficile. Très difficile. Donc sur 2 tiers de l'expérience, les scientifiques ont réussi, le dernier tiers fait plus s'effondrer. Parce qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte, hein, c'est vraiment très particulier, eh bien qu'on n'arrive pas à le recréer. Voilà, voilà. Donc c'est ça qui fait aussi un petit peu la magie de ce danger, la magie des éléments dans la baie du Mont-Saint-Michel. Donc forcément, quand on ne connaît pas, ben on en a peur. Voilà. Moi je préfère largement que les gens en aient peur, il n'y ait pas. Oui, non, bien sûr. Alors donc, on en était tout à l'heure, tu expliquais que donc allez voir, on s'enfonce, Ouais. on glisse, hop, ici, et là, on est bloqué. Là on est bloqué, tout à fait. On est bloqué, donc on va dire le ciment prend, quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et on ne peut plus sortir. Voilà. Mais on s'enfonce pas plus. Non. Donc ça va, tout va bien. Oui. Mais, il y a toujours un mais il ici. y a toujours un mais ici, Ah ouais. c'est que, comme tu le disais si bien, la baignoire se remplit. Oui, voilà. Et voilà. Et voilà. Donc généralement, les gens ne meurent pas dans les sables mouvants ensablés, on va dire, Pas à cause des sables mouvants. mais ils Pas à meurent cause. noyés parce qu'ils ne peuvent pas sortir. Tout simplement. Ben voilà. Tout simplement. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a des zones qui sont, encore une fois, très particulières. C'est ce qu'on appelle la pointe des herbus ou les prés salés. Ouais. C'est vraiment la zone où tu as les prés et après tu arrives sur les grèves. D'accord? D'accord. Il se trouve qu'au niveau de ces prés salés, il y a ce qu'on appelle des criches. Alors, ça c'est vraiment normand. Hein. Ouais. Je crois que de l'autre côté, là-bas, du côté des Bertons, on appelle ça des filières. D'accord. Donc c'est tout simplement des bras qui sont creusés par le poids de la marée, d'accord? Donc qui s'immiscent dans les prés salés et par saturation qui vont déborder, d'accord? Ouais. Donc ça veut dire que dans ces criches, assez près des grèves, il faut faire vachement gaffe, ça ne se traverse pas n'importe où. D'accord. Parce que sinon c'est vraiment très mou et tu risques de te faire coincer bêtement. Ouais, Voilà. ok. Le scénario catastrophe serait tout simplement à une période froide, Mhm. au mois de novembre par exemple, où il n'y a plus beaucoup de vide dans la baie, Ouais. donc peu de surveillance. Ouais. Un coefficient moyen, donc pas un gros coefficient, donc les pompiers ne vont pas s'affoler, ne vont pas faire de surveillance non plus, parce qu'ils ne sont pas censés en faire. L'hélico ne va pas faire Saint-Noria autour de la baie parce que bon, il y a peu de fréquentation. Ouais. Une personne part du Mont-Saint-Michel par les herbus et se retrouve tombée là-dedans. D'accord. Personne ne la voit. Ah oui, bah. Personne ne la voit. Ouais. Le mec il est resté, ça c'est clair. Ouais. Quand la marée va remonter, il y aura le droit de toute façon. Donc D'accord. voilà, c'est vraiment, ce sont des zones, on n'y pense pas, mais ce sont des zones Parce qu'à dangereuses. une période comme bon, bah, la balade qu'on a fait hier, si jamais il y avait un inconscient qui se balade et qui se trouve pris, vu le nombre de groupes et de guides qu'il y a, en fin de compte, il risque pas grand-chose. Ah si, ah si, il faut pas croire. Il va être vu par un groupe et par un... Il va être vu, donc l'alerte va être donnée, bien sûr. Ouais. Ça, c'est le moyen technique aujourd'hui, le téléphone portable, l'hélicoptère, Oui, tout ça, oui, bon, bah ça oui. permet. Il y a aussi des chenillettes particulières au Mont-Saint-Michel pour aller chercher les gens. Mais il y a une réglementation très précise aussi qui s'applique. C'est-à-dire que la chenillette, elle est autorisée à sortir dans la baie à marée descendante. D'accord. À partir du moment où c'est marée montante, c'est l'hélicoptère. C'est donc Ah. 40 minutes d'attente. Ah ouais, Sur un silence. les 40 C'est long. minutes, c'est long. C'est long. Je peux dire que ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé d'avoir une victime dans les pattes en très très mauvais état, limite arrêt cardiaque, tu rigoles plus. Hein. C'est long, Ouais, c'est long, c'est long. Tu tiens la personne à bout de bras. Alors, il faut savoir une chose, c'est que quelqu'un qui va inconsidérément partir en baie et avoir un incident, nous, techniquement, on ne peut pas lui porter secours. Ah bon? Non. Pourquoi? Eh bien c'est tout simple. Parce qu'on a un contrat avec les gens qu'on emmène. Ouais. D'accord? Imagine tout simplement que je pose le groupe ici. Ouais. Je vais secourir la victime ici. Ouais. Pendant ce temps-là, il y a un problème dans mon groupe. Ah. Je suis directement lié par un contrat et je ne peux pas abandonner mon groupe. D'accord. D'accord? Donc nous, on a le devoir, bien évidemment, Bah, de prévenir. de prévenir les secours, bien évidemment. Donc voilà, et on aura de visu, par notre expérience, on pourra évaluer la gravité de la situation. Hmm. Voilà, donc il n'y aura pas de coup férir. On pourra même donner le
point GPS précis où se trouve la personne, la localisation parce qu'on a une carte à carvoyage et on pourra localiser en disant voilà cette personne se trouve en B4 ou en voilà. On travaille tous sur le même plan. Ouais. Ce plan-là, les guides longs, les pompiers longs et la sécurité civile à bord de l'hélicoptère là aussi. D'accord. Voilà. L'avantage aussi, c'est qu'on a de l'équipement maintenant. Alors c'est ou par téléphone ou par VHF, on peut être en contact direct avec les pompiers et direct avec le pilote de l'hélicoptère. J'ai vu sur ton sac à dos, il y a pas un téléphone, mais un poste VHF. Un talkie-walkie quoi. C'est pas un talkie-walkie, c'est un poste VHF. Ah. Voilà, c'est vraiment réservé. Alors c'est du VHF maritime, c'est-à-dire que tu as différents canaux, forcément, et en fonction du canal que tu utilises, alors tu vas être ou en liaison avec le cross, en liaison avec les bateaux qui sont au large, ou en liaison, enfin tout dépend de la distance, parce que la portée efficace c'est de 7 km, pas plus. 3 vraiment très clairement, ou en contact avec les pompiers du Mont-Saint-Michel comme un poste fixe. Voilà, donc c'est très très utile. Moi ça nous a servi à l'occasion justement de sauvetage au pied du Mont-Saint-Michel à remontée de marée, des gens qui sont fait prendre. Heureusement qu'on avait ce matériel là. Voilà. Pour l'instant c'est pas encore obligatoire, mais moi j'aurais tendance à dire que ça devrait l'être. Voilà. Ouais. Ok. Bon, bah écoute, on a fait un bon tour d'horizon de la baie du Mont-Saint-Michel. Il y a autre chose que tu voudrais rajouter? Bien sûr, les autres dangers de la baie. Ah bah vas-y, alors allons-y pour les autres dangers de la baie. C'est qu'il y en a encore. Hein. Ah bon bah d'accord. Ah bah voilà, oui, oui, non mais attention. Moi c'était ma première balade officielle bien sûr. À l'intérieur de la baie. En plus, c'est passé dans de bonnes conditions météorologiques. Alors il faut savoir que on est vraiment hyper dépendant de la météo. Il y a une charte qui a été signée par tous les guides, de toute façon. On ne part pas en baie sous 2 conditions. La première, ça va être la visibilité réduite par la brume de mer. D'accord. Ou le brouillard. Ouais. C'est pas vraiment la même chose. Le brouillard, si on a une visibilité inférieure à 300 mètres, on ne part pas. Ouais. La sortie est annulée. Pourquoi? Tout simplement parce que si quelqu'un a un problème dans le groupe, eh bien, on ne pourra pas le secourir. Les pompiers ne vont pas sortir. L'hélico ne décollera pas. Donc on est soumis à nous-mêmes. Donc ça peut être quand même un petit peu embêtant. Oui, bien sûr. Donc à éviter. Néanmoins, je ne connais pas de guide à qui ce n'est pas arrivé de se faire prendre par la brume de mer qui n'était pas prévue. Parce que c'est un phénomène météo très local. Donc la météo, Evelyne Delia va jamais te dire attention brume de mer sur la baie du Mont-Saint-Michel demain matin. Ouais, ok. Oui, bon, ça c'est clair. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis il y a le deuxième cas où on ne partira pas, eh bien c'est la vigilance orage. Ouais. Alors là on ne part pas parce que, facile de comprendre, hein. Premièrement on a souvent les pieds dans l'eau, deuxièmement un petit bonhomme ça vaut paratonnerre au milieu. Hein. Et quand ça gigote un petit peu, la foule est très intéressée, elle se dit tiens, ça bouge. C'est qui bouge, qu'est-ce qui va être le plus fort? Alors l'orage en baie, attention, c'est quelque chose de... Et ça arrive, on ait des orages très localisés. Mais non, je comprends pas, parce qu'au Mont-Saint-Michel, bon, c'est quand même un mont, Mont-Saint-Michel. En plus, tout en haut, il y a l'archange, la basilique, l'abbaye, avec tout en haut l'archange, qui lui est un paratonnerre. Ouais. Donc normalement, si la foudre tombe, ça va être là. Ah oui, alors pour 2 raisons. Pour 2 raisons. La première, elle est spirituelle. Saint-Michel nous protège. Oui. Saint-Michel nous protège. Bon, il y a quand même des fois, on a un peu les pétages. Saint-Michel nous protège. Et puis il y a quand même une théorie scientifique. Je ne suis pas toujours très scientifique, mais les scientifiques ne disent pas des bêtises, attention. Hein. Non, bien sûr. Respect à eux. Hein. Les scientifiques se sont aperçus tout simplement que, c'est une théorie qui existe depuis longtemps, tout paratonnerre qui se respecte va te protéger de 5 fois la distance qui te sépare du sol. C'est-à-dire que là, on va arrondir 5 fois la distance qui te sépare du sol. Donc il le sépare du sol. Ouais, qui le sépare du sol. Donc l'ange, il est à quelle hauteur? 160 mètres approximativement. Du niveau de la mer. Ouais, qui arrête pas de monter et de descendre là-bas. Donc 160 mètres. Ouais. Donc c'est 5 fois la distance. Ouais, c'est pas donc. Donc 500... je te fais calculer. Oh là là, il est méchant. 800 mètres. Ouais, bien. T'as une bonne note en maths là. Oh. 800 mètres. 800 mètres, ça veut dire que sur un rayon de 800 mètres, quand tu pars du Mont-Saint-Michel, t'es protégé. D'accord. Alors, nous, hier, on s'est éloigné de combien du Mont-Saint-Michel? On s'est éloigné de 2,5 km. Ah oui, effectivement. On était déjà hors portée. D'accord. Voilà, donc ça, il faut bien le savoir. L'orage, moi je te dis, ça nous est arrivé. Alors, on a différents orages, d'accord? Tu as l'orage avéré, vigilance orange, on sent que la température est relativement chaude, un soir d'été, une bêtise comme ça. On sent que l'air devient humide, et là, on se méfie beaucoup. Alors, la première chose à observer, va être le ciel, forcément. Oui. Les mouvements des nuages. Tu as des nuages en haute altitude, en basse altitude. S'ils vont tous dans le même sens, c'est bon, ça se passe bien. Si jamais, par malheur, ceux d'en bas croisent ceux d'en haut,
la charge électrique va se présenter. Et c'est là où ça va éclater. D'accord? Ça, c'est l'orage normal, qui se présente sous la forme d'un nuage qui ressemble à une enclume. On appelle ça une enclume, un truc qui monte, tu sais, avec des formes bizarres, très noires. On sait qu'on va y avoir droit. Bon, ça c'est la première chose. Mais il y a encore plus vicieux que ça. Le phénomène d'orage, c'est assez particulier. On peut avoir un orage sec. Un orage sec. Ah ouais, t'as pas de nuage, t'as rien. D'accord. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, il va y avoir une charge magnétique dans l'air, une charge électrique particulière. Et c'est vachement marrant, mais ça nous fait rire. Au début, quand on est près du Mont-Saint-Michel, on s'en fout. Parce que les gens qui ont les cheveux longs, un peu comme moi, qu'est-ce qui se passe? Elles me ressemblent à des gorgones. Ah ouais. T'as les cheveux qui se dressent. C'est impressionnant. Et alors tout le monde se regarde avec les cheveux. Ça veut dire que dans l'air, il y a une charge électrique qui est en train de se générer. Et ça peut péter n'importe quand. Alors là, c'est pas bon du tout. Là, dans ces cas-là, c'est repli stratégique vers le Mont-Saint-Michel. On crame pas. On crame pas. Moralité, vous choisissez à chaque fois, vous prenez un groupe qui est au moins une personne qui a les cheveux longs. Voilà. Ou très poilu. Ou très poilu. Donc voilà, ça l'orage, c'est vraiment... Alors par contre, en revanche, néanmoins, c'est un merveilleux spectacle quand tu reviens vers le Mont-Saint-Michel, tu es sous la protection de l'archange, tu as moins de 800 mètres, bon, tu as quand même les pieds dans l'eau, faut pas l'oublier. Hein. Mais moi j'ai le souvenir d'un jour où j'ai vu la foudre tomber sur l'archange, voilà, après un orage de grêle, pas possible, ça s'est mis à péter, c'est tombé sur l'archange, dans un fracas, pas possible. Waouh! Et là tu as la chair de poule, ça secoue quoi. Ça secoue dur parce que tout le monde fait le même bond au même moment, c'est très synchro, on est tous très synchro à ce moment-là. Et voilà, c'est quand même un beau spectacle. Oui, bien sûr. Voilà, c'est un peu les foudres du ciel qui tombent sur la terre, qui tombent sur celui qui nous protège, l'archange, c'est très symbolique aussi. Voilà. Donc voilà, ça, l'orage, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Il faut vraiment s'en méfier. Mais bon, on a les moyens techniques maintenant de s'en méfier un petit peu. Mais les orages secs, ça, on ne peut pas les voir venir. Et puis, donc j'ai parlé assez vite fait de la brume de mer, mais la brume de mer c'est vraiment quelque chose dont il faut se méfier aussi. Tu peux très bien partir du mont, il fait un temps superbe, il n'y a vraiment aucun souci, tu peux avoir un peu de brume sur les terres, mais ça c'est du brouillard, on s'en fout un petit peu. À partir du moment où la brume de mer va commencer à rentrer dans la baie, il va y avoir un phénomène qui va se créer, ça va être le vent du large qui va rentrer dans la baie. Mais attends, je te coupe. Quelle différence il y a entre la brume de mer et le brouillard qu'il y a sur les terres? Le brouillard, le jour se lève le matin, le brouillard est déjà là. Bon, c'est une réaction normale d'évaporation du sol avec un gros taux d'humidité. La brume de mer, c'est autre chose. Ça va être généré par l'évaporation de la mer à un endroit bien précis, très localisé. Et à ce moment-là, le vent va tourner. D'accord. Donc le vent tourne, c'est accompagné d'un vent fort. Beaucoup plus fort que la normale. Le vent va commencer à pousser cette brume de mer dans la baie du Mont-Saint-Michel. Et quand tu es entre le mont et Tomblaine, par exemple, qui est à 2 km du mont, on va avoir la falaise de Champeau tout au fond, qui va commencer à disparaître, et puis Tomblaine disparaître aussi. D'accord. Alors là, c'est repli stratégique, direction Mont-Saint-Michel, très vite. Si vous êtes seul, si la personne est seule, malheureusement, elle risque d'être prise par la brume de mer avec une visibilité inférieure à 10 mètres. Donc c'est quand même, on est vraiment dans un nuage de coton. Et pour retrouver le Mont-Saint-Michel, on ne le voit plus. Ah oui, tu le vois plus, d'accord. Si la personne n'a pas de boussole, pas de GPS, pas une bonne connaissance de la topographie de la baie, ça risque de mal se passer. Voilà, donc la personne ne rentre pas. Mauvaise direction. Il faut savoir une chose, c'est que si les gens se perdent, il y a une raison physique. C'est tout pour tout bête. Hein. Ça, c'est quelquefois, je fais le test. On ne l'a pas fait hier, je n'ai pas pensé. Il faut savoir que quand on a un sens occulté, c'est donc les autres qui vont prendre le relais. Oui, bien sûr. C'est tout à fait naturel. Quand les yeux ne fonctionnent plus, tout de suite, le premier qui va suivre, qui va prendre le relais, c'est les oreilles. Voilà, on ne voit plus, on entend. Donc, on essaie de se récupérer là-dessus. Le seul problème, c'est quoi? On entend. Tu vas essayer d'écouter pour te repérer. D'accord? Alors ça, c'est bien, c'est pas bien, parce que malheureusement, on en a une de trop, une oreille. Devant l'avoir qu'une, ce serait magnifique. Au milieu du fond, ça serait génial. Mais l'être humain est mal foutu. Et il a 2 oreilles. On a 2 oreilles. Et forcément, quand il y a deux trucs, ils peuvent jamais être pareils. Surtout à vieillir. Ça s'arrange pas. Ça s'arrange pas. Tu as dû remarquer que toi, quand tu téléphones, tu vas toujours utiliser la même oreille. C'est vrai. Eh oui, c'est vrai, parce qu'on a une oreille qui est plus sensible aux aigus, l'autre aux sourds. Voilà, et on travaille comme ça. Les gamins, eux, c'est pas pareil. Un jeune enfant, il a les oreilles toutes neuves, donc elles sont équilibrées. D'accord. Nous, avec l'âge qu'on a maintenant, mon pauvre vieux, le décalage est de plus en plus flagrant. Et résultat des courses, on va se créer un décalage. D'accord, de l'oreille interne. Et ce décalage, eh bien, quand on ne voit pas, ça va influencer énormément sur, on va dire, notre sens aiguisé de la direction. Voilà. Donc ça va vraiment nous brouiller un petit peu.
Et résultat des courses, qu'est-ce qui se passe dans la baie? Eh bien, quelqu'un qui a notre âge, notre grand âge, qui essaie d'aller vers le Mont-Saint-Michel en pleine purée de pois, qu'est-ce qui va se passer? Il va tourner sur lui-même. Ah ouais, d'accord. Et je tourne, et je reviens au point de départ. Et merde, tu es déjà passé par là. Je suis déjà passé par là. Ça, on le voit à la télé, souvent, c'est le truc qui est employé, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, dans les forêts, c'est la même chose. Les gens se perdent comme ça. Donc, on tourne, et qu'est-ce qui se passe? On perd du temps. Ben oui, on perd du temps. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est pas le brouillard qui met le temps, encore une fois, mais tu vas te retrouver à entendre là, à ce moment-là, un bruit un peu inquiétant. Une espèce de bruit, un grondement de moteur, c'est la mer qui monte et qui arrive. Voilà. Donc, l'oreille interne, ça c'est... Quand tu le fais faire à de jeunes enfants, les jeunes enfants, comme ils ont des oreilles neuves, ils arrivent à aller tout droit. D'accord. C'est impressionnant quand même. Donc voilà, ça c'est... La brume de mer, il faut vraiment s'en méfier, parce que c'est quelque chose qui peut tomber dessus. Moi, l'an passé, ça m'est arrivé 2 fois. Pris dedans. Au début, ça part, ça discute, tout va bien. La brume de mer dit attention, on va avoir un souci, on va sortir dans la brume de mer. Donc repli stratégique vers le continent ou vers le point de départ. Et quand on est dans la brume, plus personne ne parle. C'est un silence de mort, c'est impressionnant. Ah oui, les gens sont très inquiets. Mais vous êtes sûr que... Oui, vous inquiétez pas, je sais où je vais, vous en faites pas. Voilà, rassure les gens quand même, parce que c'est le métier. Oui, vous inquiétez pas, il n'y a vraiment pas de souci. Écoutez, s'il y a que ça, je peux sortir la boussole, on peut prendre la carte, il n'y a vraiment aucun souci. Quoi. Donc on ramène les gens à bon-port. Évidemment, on ne reste pas dans la baie de crainte qu'il y ait un incident, qu'on ne soit pas secouru. Quoi. Donc voilà, ça c'est le danger. Il y a encore un autre danger dont il faut absolument parler, et qui figure d'ailleurs sur ces magnifiques panneaux bleus qui sont tout autour du Mont-Saint-Michel. On en voit, il y en a un à gauche et un à droite quand on est face au mont. Et puis il y en a un quand on passe la porte des familles et quand on redescend de l'autre côté vers la Cagne, il y a encore un grand panneau. Alors, dans les différents dangers de la baie du Mont-Saint-Michel, il n'est surtout pas à exclure des passages assez difficiles qui sont notamment les traversées de fleuves. Les traversées de fleuves, il y a 3 fleuves dans la baie. Accessoirement, on peut par certains moments n'en traverser que 2 comme actuellement, puisque le bras est du Caudron n'est encore ouvert. Ça ne nous pose pas de difficulté quant au lâcher d'eau, puisque le lâcher d'eau par rapport au RCM, le retour au caractère maritime du Mont-Saint-Michel, qui ont lieu donc depuis déjà quand même, je ne sais pas, 6 ou 7 ans maintenant, 6 ou 7 ans, ça doit faire à peu près ça, nous pose un problème puisqu'il faut absolument s'en référencer aux horaires de lâcher d'eau et ne pas traverser à ce moment-là, bien évidemment. Ce sont des lâchers qui sont d'une puissance évaluée à peu près à 80 mètres cubes seconde. Donc ça représente 8 tonnes à la seconde qui passent devant toi, donc il est absolument impossible de la traverser. Ça c'est un souci, mais qui ne nous concerne plus en ce moment, puisque pour des problèmes techniques, on n'est plus confronté à ce sujet-là. Mais néanmoins, les traversées de fleuves ne sont pas les plus simples, dans le sens où un fleuve, c'est un débit, un fleuve ça a du courant forcément, et puis un fleuve ça a quelquefois aussi un sol qui peut très bien bouger sous tes pieds. Voilà. Alors, la raison est très très simple, on est dans un estran, il se trouve que nos fleuves travaillent dans les 2 sens, c'est-à-dire que descente de marée et flux du fleuve naturel, on va donc vers la mer, et quand la marée remonte, eh bien, ça va s'inverser, et ça a pour incidence de provoquer tout simplement des décollements de plaques qui vont bouger, et qui vont se poser sur de l'eau. C'est-à-dire qu'on a eau, plaque et eau. Quand tu vas mettre les pieds dessus, eh bien, au début, la plaque c'est plus ou moins long, tu as l'impression que ça ne va pas descendre, que ça ne va pas bouger, et puis finalement, ça va s'effondrer sur tes pieds, et tu vas te retrouver à tomber en fait dans l'eau et dans les sédiments. D'accord. Donc ça c'est vraiment un danger. On appelle ça les trous d'eau. D'accord. Les trous d'eau, des lits immergés, les trous d'eau, et qui peuvent avoisiner une profondeur de 3 mètres. C'est ça quand même, Et donc c'est l'immersion totale du corps, ça faut bien le savoir. Donc le boulot du guide c'est aussi de prévenir, d'aller voir, d'aller tâter le terrain et de savoir si l'endroit est judicieusement choisi pour faire traverser le passage. Ah oui, mais c'est ce que j'ai vu hier quand on a fait la petite promenade. Il y a plusieurs moments où tu nous as laissé en arrière et toi tu es parti devant, bien sûr, pour reconnaître le terrain. C'est ça, pour être sûr que ça passe. Voilà, c'est tout. Voilà. Alors, il y a différentes techniques, bien sûr. Quand on en traverse de grands fleuves, eh bien, on va privilégier une exploitation de grande largeur plutôt qu'une exploitation de longueur. C'est-à-dire qu'on va étaler le groupe pour éviter que plusieurs personnes ne passent au même endroit et déstabiliser le terrain. Le premier déstabilise, le deuxième aggrave la situation, le troisième tombe dedans. Donc ça veut dire qu'au lieu de faire 1, 2, 3 comme ça, on fait 1, 2, 3 comme ça. Voilà, donc ça évite l'accident. Voilà. Ça c'est vraiment un danger, ce qui m'est arrivé il y a 3 jours de ça, j'ai fait un mouillon, voilà, on était en jalonnage avec un collègue
Et je me suis retrouvé en plein courant, donc là ça poussait parce qu'on était très très tôt dans les fleuves, donc ça allait très bien de toute façon. Et on a voulu jalonner, on avait un groupe de 120 personnes à faire traverser quand même. Ah oui, quand même. Ouais, c'était considérable, à peine 120. Et donc on a voulu absolument assurer la sécurité, donc y aller avant et être sûr que ça passe. Et finalement, celui qui est parti au bouillon, c'était moi, parce que ça s'est déroulé sous mes pieds. En plein courant, il devait y avoir à bon gros 40 mètres cubes secondes. Et dès que tu es déstabilisé, que tu tombes, tu chutes, tu pars dans le courant. Quoi. Et là tu es balayé comme un fût de paille. Donc j'ai dû faire à peu près 10 mètres dans le bouillon, et bon, je me suis rétabli après, ça c'est pas un problème. Et j'ai rien lâché, ni mon bâton, ni mon sac. Je suis radin, comme ça. donc voilà, genre d'incident, quand ça nous arrive, quelquefois ça nous fait aussi reprendre conscience du réel danger auquel on est confronté. Et je ne voudrais pas avoir une de mes personnes qui me fasse confiance partir dans cette situation. On ne peut pas se permettre ça. Donc voilà, on travaille vraiment au contact du danger. Bah oui, c'est comme ça. Voilà. Donc les dangers de la baie, c'est pas quelque chose de très aléatoire, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. C'est quand même quelque chose de vraiment à considérer. D'accord. Donc il y a toujours un danger. Il y a un danger mortel. C'est ce qu'on appelle une zone hostile. C'est aussi pour ça qu'il y a des guides. Ouais, c'est pas fait pour les chiens. Comme dirait mon ami Jean-Yves, c'est clair, c'est pas fait pour les chiens. Donc voilà, un dernier aperçu des dangers qu'on peut rencontrer dans la baie sur Michel. Ouais, d'accord. Voilà. Ok, je crois qu'on a fait le tour. Écoute, oui, tout à fait. Ouais. Écoute, merci Silver pour cette promenade dans la baie. Mais c'était avec plaisir. J'espère que la prochaine fois que je reviendrai te voir, on ira faire une petite excursion encore, parce que j'ai pas tout vu, loin de là. J'ai vu qu'une petite parcelle. un léger aperçu. Un léger aperçu. Et je suis prêt à me remouiller le maillot, comme on dit. Bien sûr. Les balades sont ouvertes à tout le monde, de toute façon. D'ailleurs, moi je travaille dans un... Je m'adapte. J'adore travailler à la carte, c'est-à-dire que moi mes balades, ça peut être une balade avec une petite famille sur 1 heure. S'ils veulent qu'une heure de promenade, histoire avec des jeunes enfants d'aller patauger un petit peu dans la boue, d'aller sentir un petit peu ce qui se passe sous les pieds. Moi je le fais, il n'y a aucun souci. Ça peut être 2 heures pour des gens qui ne veulent pas traverser les fleuves, mais faire un petit truc plus intéressant, plus concret. Et puis ça peut aller jusqu'à 3h30, et puis ça peut aller jusqu'à 6h, et puis ça peut aller encore plus loin, à la demande. Là on va carrément dans la marée. Là. Absolument pas. Absolument pas, c'est mon terrain. La marée, on la détourne. On la détourne. Nous sommes des détourneurs de marée. C'est terrible. Alors, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la baie, elle est tout en longueur. Et en fonction des coefficients, quelquefois les coefficients ne vont pas jusqu'au bout de la baie. Donc on peut très bien partir d'un point, faire une descente de marée pour atteindre par exemple le Tomblaine au milieu de la baie, s'arrêter le temps que ça vide encore entre nous et Mont-Saint-Michel. Donc un petit pique-nique. Quelques contes et légendes, quelques histoires, parler des marées, de la faune, de la flore, et ensuite se permettre de traverser juste quand la marée se retire et atteindre le Mont-Saint-Michel. Voilà, donc en plus c'est plein de poésie parce que les éléments nous autorisent à passer. Et moi j'aime bien ces situations de proximité avec les éléments, c'est beaucoup plus sympa. Voilà. Ok, merci Silver. Tant pis Gérard. Chers amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV. Et écoutez, l'aventure se termine pour aujourd'hui. On aura l'occasion de revoir Silver pour d'autres vidéos, puisqu'il a d'autres cordes à son arc. Donc on aura le plaisir de le retrouver. On va entre autres faire une vidéo avec lui sur la géobiologie, puisque c'est son 2e bébé. Et on aura grand plaisir à revenir te voir pour ce sujet-là. Ma porte est ouverte. Parfait. Merci les amis, au revoir, à bientôt. Salut tout le monde. Voilà mes amis, c'est terminé. Planète Gaïa vous remercie de votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce en haut, pour nous faire part de votre contentement. Mettez-nous des petits commentaires parce que ça fait toujours plaisir et ça nous permet de rectifier les choses s'il y a des choses à rectifier. N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee en allant sur le site qui est écrit en dessous de la vidéo, de façon à nous soutenir à partir de 1 € jusqu'à 1 million d'euros si ça vous fait plaisir, il n'y a pas de problème. Il faut savoir que plus vous serez nombreux à nous financer, à mettre de l'argent sur Tipeee, plus le budget sera important, plus on pourra prévoir un certain nombre de vidéos. Donc là, on essaye de tourner à peu près une vidéo tous les 10 jours. Mais le but pour nous, c'est d'en faire au moins une par semaine. Mais pour ça, on a besoin de vous et on a besoin de moyens. Donc, n'hésitez pas, on vous attend. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures.